Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Parrainage, la chasse aux signatures lancée. 81 mandataires ont retiré leur fiche de collecte ce lundi. L'opposition parle de farce et d'amateurisme de la part du ministre de l'Intérieur. Pour Aminata Touré, s'il n'y avait pas le parrainage, le vote durerait une semaine. La prévention pour lutter contre les maladies non transmissibles en Afrique, c'est le plaidoyer du chef de l'État. Macky Sall invite les pays africains à unir leurs forces pour venir à bout des épidémies. Dakar abrite la 68e session du comité régional de l'OMS. Les inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal en ordre de bataille, le gel des activités éducatives a démarré ce lundi. Les camarades d'El-Kantara Sarr exigent la satisfaction de leurs revendications. Et enfin, la zone humide des Niayes de Pékin agressée, des permis de construire délivrés à des promoteurs immobiliers. L'environnementaliste Abdou Sani tire la sonnette d'alarme et liste les conséquences du morcellement du site de Technopole. L'actualité politique pour ouvrir ce journal. Plus de 80 mandataires de partis politiques et de coalitions ont défilé à la direction de l'automatisation du fichier pour retirer leurs fiches de collecte de parrainage. L'ex-premier ministre Aminata Touré salue la démarche. Cheikh Dieng du PDS parle de farce. Pour lui, le document aurait dû être mis en ligne au lieu de convoquer des mandataires. Mapenda Mbaye du Front pour la démocratie crie à l'amateurisme du ministre de l'Intérieur. Kodédia nous en dit plus. La campagne pour le parrainage a été officiellement lancée ce lundi. À la direction des élections, les mandataires viennent retirer leurs fiches de collecte, mais des voix commencent déjà à se lever quant à la sincérité de la procédure. Le discriminant, c'est une colonne où ils nous ont jamais dit ce qu'il y avait dans cette colonne. C'est aujourd'hui qu'ils le relèvent et c'est le numéro de la carte d'identité CEDEAO. Mais ça, le ministre le savait. Les gens de l'APR le savaient. Or, les autres candidats ne le savaient pas. Le ministre de l'Intérieur montre tout l'amateurisme qui caractérise sa gestion du processus électoral et son impartialité. Amateurisme parce qu'ils nous ont fait perdre toute une journée pour nous remettre des documents qui sont disponibles sur Internet ou qui auraient pu être mis sur Internet à la disposition de tous les candidats. L'opposition réclame dans la foulée la mise à leur disposition du fichier pour lever tout soupçon. Nous avons demandé, conformément au code électoral, à disposer du fichier électoral parce que les parrains doivent être obligatoirement sur le fichier électoral. Le candidat Macky Sall dispose de ce fichier électoral. Aucun des autres candidats ne dispose du fichier électoral. Ce qui est donc une violation flagrante de la loi électorale qui requiert que tous les candidats soient au même niveau d'égalité. Si on vous donne des trucs comme ça, eux, je ne sais pas, je suppose qu'ils vont avoir ce fichier en ligne, mais tous les candidats aujourd'hui doivent être traités au même pied d'égalité. Donc chacun a son fichier, le fichier électoral, normalement la loi dit que c'est de 15 jours avant les élections, mais pourquoi on ne peut pas maintenant, on ne peut pas changer cette loi pour dire c'est 15 jours avant le début du parrainage. Parce que tout est, la base de contrôle c'est le fichier. Du côté de la mouvance présidentielle, l'on se félicite de la procédure. Une démocratie, il faut l'organiser. C'est ce qui explique a posteriori la pertinence de la loi sur le parrainage, tel que ça se passe dans tous les pays du monde. Encore une fois, et tout le monde n'est pas encore venu, j'imagine. Mais déjà 81 candidats possibles, vous imaginez bien que ce n'est pas faisable dans une démocratie. Ils sont au total 81 plénipotentiaires à retirer leurs fiches de collecte, mais la polémique s'installe déjà, notamment sur les règles du jeu électoral. Le directeur de la communication apporte des précisions sur les modalités du parrainage. Bernard Kazim Sissé indique que les candidats ont jusqu'au 16 décembre prochain pour retirer leurs fiches de collecte. Le voici au micro de Kodédia. Ils sont passés récupérer cette fiche et à ce moment, il est dénombré plus de 80 personnes venant de partis politiques, de coalitions qui ne sont pas encore déclarées certes, mais également des personnalités indépendantes qui se sont déplacées pour réclamer la fiche. Le modèle de fiche leur a été remis en support papier, mais également en support électronique sur une clé USB. Donc c'est l'occasion également d'indiquer que sur ce modèle
de fiches de collecte, le discriminant qui n'était pas encore dévoilé et le numéro de la carte d'identité CEDEAO, c'est un numéro de 17 chiffres. Ce sera ce numéro qui va faire office de discriminant. Il est dévoilé. À Mbour, l'Alliance des forces du progrès de la commune se positionne pour être le fer de lance de la coalition Benno Bokk Yakaar. En réunion d'information, ses responsables se sont engagés à donner 1000 signatures à leur candidat qu'ils considèrent comme le meilleur candidat des candidatures déclarées. Nous rejoignons Mamadou Diop. La collecte des signatures pour le parrainage en vue de la présidentielle de 2019, l'Alliance des forces du progrès veut être le fer de lance de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Mbour. Préparer l'AFP, tous les responsables, au parrainage qui va débuter demain et pour lequel l'AFP est très engagée pour apporter sa contribution, n'est-ce pas, surtout ici à Mbour, n'est-ce pas, à la candidature du président Macky Sall. Ici à l'AFP de Mbour, nous nous sommes donnés comme mission, comme je l'ai dit tantôt, d'être le fer de lance de la candidature de Macky Sall pour les élections de février 2019. Déterminés à gagner au premier tour la prochaine élection présidentielle, les responsables de l'AFP laissent entendre que Macky Sall est le meilleur candidat parmi les candidatures déclarées. Du bilan du président Macky Sall. Moi qui suis du ministère du Commerce, aujourd'hui je peux haut et fort dire que depuis 2012, les prix n'ont pas augmenté. Les prix des denrées de première nécessité n'ont pas augmenté. Le loyer a baissé, l'électricité a baissé. Autant de facteurs qui font qu'aujourd'hui, nous ne pouvions pas trouver meilleure candidature que celle du président Macky Sall. Abdoulaye Gueye et ses camarades qui sont déjà à la base pour vendre les cartes de leur parti veulent faire également de l'AFP la première formation politique dans la commune de Mbour. Je pense que oui, ça vous le savez, c'est aujourd'hui un secret de polichinelle que l'AFP a commencé ses ventes de cartes depuis quelques mois. Et aujourd'hui, nous sommes dans la phase terminale. C'est pourquoi, ayant vendu toutes les cartes que nous avions reçues, nous avons reçu un second lot. Et ce second lot-là que nous sommes en train de dispatcher, n'est-ce pas, pour montrer la vitalité de l'AFP à Mbour. L'AFP a réuni à Mbour ses responsables pour une réunion d'information afin de préparer la collecte des signatures pour le parrainage qui sera lancée officiellement ce lundi. Parlons santé, les maladies non transmissibles constituent les premières causes de mortalité en Afrique. Pour le président Macky Sall, il faut mettre l'accent sur la prévention pour lutter contre ces maladies. Le directeur général de l'OMS préconise d'investir dans des infrastructures sanitaires et une ressource humaine de qualité. Il invite les pays africains à unir leurs forces pour venir à bout des épidémies. Les éclairages de Ndeye Fatimlo. Les pays africains ont fait beaucoup d'efforts pour réduire le taux de prévalence des maladies non transmissibles. Cependant, ils paient toujours le plus lourd tribut concernant ces maladies. Il s'y ajoute que les épidémies aussi causent beaucoup de décès. Il est alors urgent pour les pays africains de renforcer leur collaboration pour faire face aux menaces. Ainsi que les récentes épidémies révèlent la vulnérabilité de nos systèmes de santé. C'est le continent africain dans son ensemble qui en souffre. Dès lors, le renforcement de nos capacités de surveillance épidémiologique, de détection précoce et de riposte aux urgences sanitaires s'impose. Il faut aussi investir davantage dans la mise en place d'infrastructures, d'équipements et surtout dans une ressource humaine de qualité. Investir dans le personnel santé n'est pas seulement un investissement pour une Afrique plus saine, c'est aussi un investissement pour une Afrique plus sûre. Ce n'est pas suffisant. Nous devons investir dans le matériel médical pour gérer les urgences comme il se doit. C'est ainsi que nous pourrons être prêts pour la riposte. Ce sont là des défis majeurs que les pays africains doivent relever pour parvenir à une couverture sanitaire universelle. Le Sénégal s'est engagé dans cette dynamique à travers la CMU. En 2015, nous avions mis en place une agence de couverture maladie universelle qui a permis d'améliorer considérablement l'accessibilité financière des populations aux soins de santé. 2015 à maintenant, 675 mutuelles
de santé ont été installés, ce qui a permis d'atteindre 6 millions de personnes qui ont été enrôlées. Pour atteindre les ODD 3, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé estime qu'il faut que tous les pays africains travaillent la main dans la main. En attendant, à travers une chanson, ces enfants donnent le ton pour une meilleure santé pour la population africaine. Je l'ai annoncé en titre, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale du Sénégal a entamé ce lundi son 8e plan d'action. Il exige la satisfaction de sa plateforme revendicative. Le CIENS réclame la gestion de carrière des inspecteurs de l'éducation, l'appel à candidature pour la nomination aux fonctions de responsabilité, entre autres. Ses membres ont décidé de boycotter toutes les activités éducatives liées aux projets et programmes au niveau central et déconcentrer les détails. Et là, je Moussabe. L'entêtement de la tutelle incite à la mise en œuvre de ce 8e plan d'action du CIENS. Les inspecteurs et inspectrices de l'éducation dénoncent avec la dernière énergie la stratégie de pourrissement dont le gouvernement fait preuve. Nous avons en face, comme qui dirait, du mépris, de l'arrogance de la part de la tutelle. Cela fait quelque part que le portage de nos préoccupations n'a pas été effectif. Alors ce constat nous a amené à décider d'approfondir, de poursuivre le registre d'action que nous avons commencé à dérouler. Ainsi, l'effectivité du mot d'ordre est entamée et va couvrir la période du 27 août au 15 septembre avec des actions soutenues. Il s'agit d'abord de faire une rupture d'activité, un boycott de notre participation, de la participation des inspecteurs de l'enseignement dans toutes les activités sous forme de réunions, de séances, de partage, etc., liées à des projets ou programmes actuellement en cours au niveau central comme déconcentré. L'autre segment est articulé autour d'une perspective de grève totale de 3 jours par semaine dans la durée du 8e plan d'action au niveau des CRFPE, des inspections d'éducation et de formation et des inspections d'académie. Résolu à faire réagir le gouvernement, le CIENS entend sonner une très forte mobilisation si ces revendications ne sont pas satisfaites. Ce sont des messages que nous lançons à tous les acteurs intéressés par la question de l'école, à tous les acteurs intéressés par la restauration de l'équité, de la justice sociale dans le traitement des préoccupations exprimées par les travailleurs. Et de ce point de vue, les inspecteurs de l'enseignement ne reculeront pas, ne lâcheront pas le morceau. La plateforme revendicative du syndicat tourne autour de 7 points. Il s'agit entre autres de la gestion de leur carrière, la question de l'appel à candidature pour la nomination aux fonctions de responsabilité. Des promoteurs immobiliers sont à l'assaut de la zone humide des Niayes de Pikine. Bien que les sites soient classés, les permis de construire continuent d'être délivrés. Les maraîchers qui occupent ces terres interpellent le ministère de l'Environnement. L'environnementaliste Abdou Sané alerte l'opinion sur les conséquences du morcellement du site du Technopole. Les précisions d'Élodie Guillot. Depuis plusieurs mois, des promoteurs immobiliers saisissent plusieurs hectares de la zone humide des Niayes de Pikine, communément appelée Technopole. Des autorités administratives leur ont remis des permis pour construire sur ce site, pourtant classé depuis des années. Un manque de cohérence dans les décisions gouvernementales. Parce que s'ils ont des permis frauduleux, là c'est très facile. La loi s'applique à eux et on leur retire leur permis. Mais ils ont dû avoir des permis en bonne et due forme à cause de l'absence de coordination entre le ministère en charge de l'urbanisme et celui de l'environnement. Un enjeu au regard de l'engagement du Sénégal sur le plan international à travers ce qu'on appelle la convention de Ramsar. Donc le Sénégal se doit, et c'est une obligation, de protéger ses eaux. Si les constructions aboutissent, l'environnement encourt d'énormes risques. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que nous allons assister à la dégradation de l'habitat des oiseaux d'eau migrateurs, premièrement. Deuxièmement, la biodiversité qui est très riche va être totalement dégradée, menacée et même disparaître. Et enfin, on va imperméabiliser davantage le sol. Donc, l'infiltration va être nulle et ça va créer des formes même de ruissellement qui peuvent aboutir à des crues. Les victimes de ces promoteurs sont nombreuses et sont en majeure partie des maraîchers dépossédés de leurs terres et qui ont déposé des plaintes au ministère de l'Environnement. La Technopole de Pikine n'est plus qu'un poumon vert menacé de disparition.
D'autres qui ne sont pas contents, il s'agit des populations de Cambérène. Elles se sont encore levées pour protester contre l'érection du mur les séparant de la mer. Outre cela, ces populations ne veulent plus de l'émissaire qui pollue leur plage. Elles menacent de passer à la vitesse supérieure si l'État ne respecte pas ses engagements. Le point avec Mansour Sow. Ce mur, construit au fronton de la plage de Cambérène, sépare la mer des habitations de la cité religieuse, chose anormale selon la population, qui ne veut plus de ce mur, symbole de la prolongation de la voie de dégagement nord. Nulle part au monde, on a vu un village ou une ville être séparée de la mer par une infrastructure, par un mur. Alors que Cambérène a toujours eu une tradition une relation directe avec la mer. Donc ça, c'est des conditions de base qui font que les gens se sont levés pour revendiquer leurs droits parce qu'on est des citoyens sénégalais comme tout le monde. Au-delà de ce mur, Cambérène ne veut plus de cet émissaire. Les populations ne comprennent pas l'attitude de l'État du Sénégal, qui tarde à délocaliser l'émissaire. Réunis autour du comité d'initiative pour la défense de l'environnement de Cambérène, elle rappelle que pour la prise en charge de cette problématique, l'État doit mettre fin au dilatoire. Quiconque passe devant cette plage voit bien qu'il y a beaucoup de nuisances causées par des investissements réalisés par l'État. On a un émissaire qui rejette des eaux usées et vous voyez qu'il y a des enfants qui sont sur la plage et c'est des eaux usées qui ne sont pas traitées. Tout le village respire les mauvaises odeurs et c'est des impacts sur le plan sanitaire que nous avons démontré et qui a amené l'État à s'engager devant le calife pour retirer l'émissaire de Cambérène. Délocaliser l'émissaire de Cambérène et destruction de ce mur qui les sépare avec la mer, deux doléances des populations de Cambérène. D'ailleurs, elle lance un ultime avertissement à l'État du Sénégal. Des bâtiments qui menacent ruines sont visibles un peu partout dans la capitale, à la Médina. La vétusté de ces immeubles inquiète les habitants de la localité. Bon nombre de personnes demandent aux autorités de raser ces bâtiments avant que l'irréparable ne se produise. Ils confient qu'ils vivent un danger permanent et leurs enfants sont exposés également. Un reportage d'Ibrahim Fall. Le Sénégal, parmi les pays colonisés par l'Occident. Nombreux sont des bâtiments construits par les colonisateurs pour servir de lieux d'habitation. Ces bâtiments sont actuellement vétustes, situation qui crée la peur chez les voisins, notamment à Médina. Tout le monde est parti. Il ne reste seule personne qui refuse de quitter les lieux. Nous ne travaillons pas dans l'esprit tranquille. Le frigorifique l'a récemment évoqué. Le bâtiment est complètement détérioré. Et pourtant, les riverains ont formulé des demandes de destruction de certains bâtiments qui menacent ruine. Seulement, leurs tentatives sont restées vaines. Vous voyez cette maison, malgré qu'elle est fermée, il n'y a pas de... La police, le maire, ils étaient tous réunis ici, donnant des instructions pour déloger les demeurants. Ils les ont octroyé des moyens de trouver un logement ailleurs. L'appel que nous lançons aux autorités n'est rien d'autre que d'agir en responsable. Autrement dit, détruire tous les bâtiments qui menacent ruine pour parer à toute éventualité. Au Sénégal ou dans d'autres pays de la sous-région, des bâtiments construits depuis la colonisation sont toujours occupés. Certains sont devenus une menace pour la population. Autorités municipales et étatiques sont interpellées à réagir avant que l'irréparable ne se produise. Allons à Saint-Louis. Plus de 350 morts ont été enregistrés depuis l'ouverture de la brèche dans la langue de Barbarie. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal demande le dragage et le balisage de cette ouverture. Le leader du FSDBJ tire sur le régime en place. Cher Bambadier soutient que le gouvernement n'accompagne pas suffisamment les pêcheurs de Saint-Louis. Une position que ne partage pas Pape Ibrahim Faye. Le directeur du CROUS a listé les réalisations du président de la République dans le secteur de la pêche. Nous retrouvons Gambi Gagne. Le leader du FSDBJ charge le régime en place. Selon Bambadier, l'échec de la politique de Macky Sall en matière de pêche et économie maritime est patent.
Et j'ai été encore horrifié d'apprendre qu'il y a plus de 365 personnes depuis 2003 qui ont perdu la vie à ce niveau. Il faut le souligner pour le déplorer. Le manque d'engagement et de fermeté du gouvernement du Sénégal dans le sens d'aider les acteurs de la pêche, de sécuriser une partie de l'économie nationale et des dizaines de milliers de familles en ouvrant des corridors et des portes pour qu'on puisse avoir un partenariat fécond, un partenariat dynamique et durable entre le Sénégal et la Mauritanie, comme cela existe par rapport à la transhumance du bétail, comme cela a existé récemment lorsqu'il s'est agi de ressources gazières. Je déplore encore cette forme d'indolence et de paresse du gouvernement du Sénégal qui, lorsqu'il s'agit d'un secteur aussi important que le secteur de la pêche, puisse montrer une certaine forme de laxisme au point de classer en termes de priorité des accords gaziers par rapport à la sécurité de dizaines de milliers de populations. Papa Ibrahima Faye n'est pas de cet avis. Le leader de l'APR, par ailleurs directeur du CROUS de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, avance qu'aucun régime antérieur n'a encore autant fait que celui de Macky Sall pour la pêche et l'économie maritime. Aujourd'hui, on peut noter que sur toute la région, il y a 918 moteurs subventionnés qui ont été distribués aux pêcheurs de la région de Saint-Louis. Et compte tenu du quota qui a été affecté encore pour Saint-Louis pour l'année 2017. Le Sénégal, depuis son indépendance, on peut dire sans se tromper que le président de la République a beaucoup fait pour les pêcheurs, et notamment pour les pêcheurs de Saint-Louis, parce qu'on a construit le centre de transformation de Kokhumbac, en tout cas qui est une infrastructure de dernière génération, où toutes les femmes aujourd'hui sont d'accord qu'elles ont donc une belle infrastructure et qu'elles peuvent, à partir de cette infrastructure, exploiter donc l'économie de la pêche à ce niveau. La section de Saint-Louis de l'UNAPAS rue dans les brancards et demande la tête du ministre de la Pêche Oumar Gueye qui, selon lui, est à l'origine de tous leurs maux. Nous ne quittons pas Saint-Louis. Au lendemain de la manifestation des sinistrés de Khariala, la mairie de la localité annonce le démarrage dans 120 jours du projet de relogement d'urgence et de résilience à Saint-Louis. Des unités mobiles d'habitation seront installées à Djougou. Pour plus de détails, suivant les explications de l'adjoint du maire, Bala Gueye, au micro de notre correspondant sur place. Était ficelé. Donc actuellement, nous avons un programme qui prend en charge les sinistrés de la langue de Barbarie. C'est le programme de la Banque mondiale qui s'appelle CERP. Saint-Louis Emergency Recovery and Resilience Project. Donc projet de relogement et de résilience à Saint-Louis. Donc voilà ce projet-là qui a démarré. Vous savez les procédures de la Banque mondiale qui sont particulièrement longues. Mais pour ce projet d'urgence, mais la Banque mondiale a fait beaucoup de faveurs à l'État du Sénégal pour alourdir les procédures. Ce qui fait que, présentement, toutes les approbations, tous les accords, toutes les signatures ont été faites. Tout. Récemment, le 8 du mois d'août dernier, nous avons été à Saly pour travailler sur le manuel d'exécution du projet. À la suite de ce manuel-là, on va entamer la mise en œuvre de ce projet. Et la première étape, c'est la commande des unités mobiles d'habitation qui vont abriter ces populations-là qui sont à Khariala. Et ces unités mobiles-là vont être logées sur le site définitif qui se trouve à Djougou. Et nous nous rendons à Thiès. À chaque lendemain de fête, un programme de nettoiement des points à forte production de déchets est initié. Le marché central et la gare routière en font partie. Cette opération est pilotée par l'unité de coordination et de gestion des déchets solides en collaboration avec la mairie de Thiès-Nord. D'importants moyens ont été déployés. Je propose quelques réactions de responsables chargés du nettoiement à Thiès au micro de Daoud Tchanloub. Après chaque fête de Tabaski, on programme une grande intervention opération de nettoiement au niveau des lieux de forte production au niveau de la région de Thiès, au niveau notamment du marché central et au niveau de la gare routière et au niveau aussi des forails. Et pour ces opérations aussi, on le fait en collaboration avec les mairies, notamment la mairie Nord, pour mutualiser les moyens, pour faire une opération beaucoup plus rationnelle. wax dëgg yàlla marché bi nag dafa yaatu
Le marché est trop vaste. Seulement, nous avons remarqué les services compétents de la mairie et le partenaire ont fait de leur mieux. Car il est très difficile de pouvoir circonscrire tout le marché. Et on voit quand même les productions, la production d'ordures au niveau du marché est par ailleurs. Presque 80% de la production pourrait être mieux gérée si quand même les comportements étaient meilleurs. Parce que les populations en général, ils se disent que c'est aux mairies et aux autres institutions de faire ce travail-là, mais ils ne savent pas qu'en fait le travail doit être fait à la base. Si eux-mêmes, au niveau personnel, les gens avaient adopté des réflexes d'autogestion quand même, d'autoconditionnement de ces ordures, je pense que l'enlèvement aurait été beaucoup plus facilité pour nos institutions. L'érection d'un bar ou d'une auberge dans un quartier n'est pas interdite par la loi, mais elle est bel et bien encadrée par la législation. Combien de bars disposent de licences? À Grand-Yoff, les habitants s'insurgent contre la prolifération de bars et auberges dans leur fief. Ils soutiennent que c'est eux qui subissent les affres de cette anarchie. Du côté de la mairie, l'on précise que c'est l'autorité déconcentrée qui donne les autorisations. Un dossier de Mohamed Diallo. Ils poussent comme des champignons. Dans beaucoup de quartiers dakarois, bars et auberges font partie du décor. Grand-Yoff, une des localités les plus populeuses de la capitale sénégalaise, en est une parfaite illustration. Et cela sous le regard impuissant des habitants. 4 à 5 bars dans un quartier, mais c'est trop. Conséquence, presque tous les jeunes boivent. Il y a beaucoup de laisser-aller et les gens ont peur de dénoncer. Même avec 100 francs, les jeunes peuvent se procurer de l'alcool. En plus, il y a beaucoup de bars clandestins. Un petit tour chez les mises en cause nous permet de constater que les gérants d'auberges et les barmen rechignent à se prononcer sur la question. Beaucoup de bars ne disposent pas de licence leur permettant de mener leurs activités. Mais n'empêche, ils exercent dans la clandestinité. En plus de ne pas avoir d'autorisation, beaucoup de bars ne respectent pas les normes de vente d'alcool. Que tu sois mineur ou majeur, cela leur importe peu. On doit vraiment prendre des mesures. Et j'interpelle le gouvernement et les autorités locales au premier chef. L'autorité municipale est souvent interpellée. Est-elle responsable de cette situation? A-t-elle trop laissé faire? Du côté de la mairie de Grand-Yoff, la réponse à ces interrogations est sans équivoque. Tout ce qu'on peut faire chaque fois qu'on constate qu'il y a un de ces cadres qui existe et qui ne respecte pas la législature, nous on avise l'autorité. Parce qu'il ne nous appartient pas souvent de fermer, parce qu'on ne délivre pas les autorisations. Les conséquences de cette anarchie peuvent être désastreuses. En plus d'être une menace pour l'éducation des enfants, elle pose un réel problème de sécurité, comme en témoignent certains meurtres constatés ces derniers temps. On ne peut pas continuer à voir de telles situations se répéter parce que chaque année, on en dénote. Le besoin de régulariser et de réorganiser le secteur des bars et auberges s'avère donc impérieux. Et pour ce faire, il faudrait sans doute une plus forte collaboration entre les autorités déconcentrées qui délivrent les licences et les autorités décentralisées. Car ces maisons de distraction, voire d'évasion et de relaxation, sont très sollicitées et leur expansion nécessite un meilleur encadrement pour amoindrir les risques et dégâts. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. L'info continue dans quelques instants.